Bonjour à tous. Aujourd'hui, Eco-Débat pose ses valises à Bamako, la capitale malienne. Le Mali est pratiquement coupé du reste de la sous-région en raison des sanctions diplomatiques et économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA à la junte au pouvoir. Mais de telles initiatives ne sont pas forcément à l'encontre des autorités du pouvoir. C'est la population qui le ressent le plus. Les sanctions imposées au Mali, quelles issues? Décryptage avec nos experts du jour. Kwame Alinsej Kouadio, consultant en développement. Merci encore d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumoro. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et avec nous ici en studio, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane Soumoro de nous associer une fois de plus encore à cette problématique qui va permettre véritablement à nos téléspectateurs africains plutôt de comprendre les enjeux de ce qui se passe sur la scène internationale et particulièrement en Afrique. Particulièrement en Afrique et plus précisément au Mali. Messieurs, on a entendu il y a quelques jours la CEDEAO prendre des décisions fermes contre le Mali. Justement, il y a eu beaucoup de réactions positives, négatives. Vous, comment vous accueillez d'abord cette décision? Personnellement, je pense que ces décisions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali sont draconiennes. Ces décisions sont sévères et elles pourraient étouffer l'économie du Mali sur le long terme. Parce que quand vous privez un État, je dirais, de l'interland qui n'a pas accès à la mer de certains échanges, figurez-vous que la question la plus épineuse même de ces sanctions, la conséquence la plus épineuse relève du domaine socio-économique. Pourquoi je le dis? Parce que le Mali est un pays, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a pas de débouché maritime, mais qui est censé participer aux échanges internationaux. Et comment ces échanges se font? Ces échanges se font par le biais du port autonome d'Abidjan et le biais du port autonome de San Pedro. Mais dans une configuration où les commerces, je veux dire les frontières sont fermées, automatiquement, les industriels maliens qui ont leurs intrants qui transitent par les ports autonomes d'Abidjan de San Pedro ne pourront pas arriver. Donc ça va causer des problèmes de chômage parce que quand vous êtes une industrie, pour pouvoir vendre, il faut avoir des intrants. Or, si vous ne vendez pas, il vous sera difficile de rémunérer de rétribuer vos agents. Il y aura aussi la question de l'approvisionnement en nourriture, en filière bétail. Donc, c'est toute une économie qui est en voie d'asphyxie. Donc, je pense que ces sanctions sont draconiennes, elles sont sévères et nous appelons tous aux négociations pour que ces mesures soient levées. Beaucoup plus de négociations et de diplomatie. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui était il y a quelque temps au Gabon, a même dit que cette décision de la CEDEAO, ils ont dû la prendre avec vraiment beaucoup de serment au cœur. Oui, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, apporter une précision à ce que M. Kouadio a dit tout à l'heure. Je pense que dans les sanctions qui ont été infligées à la CEDEAO et à la junte de façon générale au Mali, ne couvrait pas les produits de première nécessité, donc il faut pouvoir le dire. Mais il faudrait qu'on définisse la qualité des produits. Oui, mais bien entendu, c'est pour cela que c'est pour cela que cette question était, on appelle ça, ces sanctions-là. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont derrière ces sanctions. Vous revenez à votre question de tout à l'heure, vous avez dit que le chef d'État, effectivement, ivoirien, le président Alassane Ouattara, a dit que ces sanctions-là ont été prises, vraiment c'est avec le regret qu'ils ont pris ces sanctions en tant que chef d'État. Donc je voulais donner mon avis en disant que je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que véritablement ces sanctions ont été prises contre la junte pour des raisons objectives dans un premier temps. Vous prenez par exemple, vous savez qu'il y a depuis un certain moment quand même la montée de ce qu'on appelle le péril kaki. C'est-à-dire, je veux dire, la prise de pouvoir par les armes en Afrique. Donc, les pouvoirs qui sont démocratiquement établis en Afrique de l'Ouest, ils ont le devoir quand même de s'inquiéter de cette façon d'arriver au pouvoir. Et donc, cela, c'est très certainement dans la crainte que ce genre de situation n'arrive pas aux autres pays, que ces chefs d'État ont dû, j'allais dire, prendre ces décisions, même à leur corps défendant. Le président Alassane Ouattara l'a dit. Bon, je veux dire qu'il y a certaines rumeurs qui ont tenté de faire croire qu'il est à la base, qu'il serait à la base des sanctions qui ont été prises.
Je sais que le président Alassane Ouattara est un homme politique très influent dans la sous-région, on ne peut pas le dénier, mais les décisions qui ont été prises dans la CEDEAO, ce sont des décisions qui sont collégiales. Elles ont été prises, dans un conclave privé, et donc on ne peut pas, de façon objective, incriminer un chef d'État d'être à la base de ces sanctions. Je parle de la population malienne. Et donc, je vais dire que c'est un ensemble, même si lui-même n'est pas d'accord, mais dès l'instant où tout l'ensemble de la population est d'accord, l'ensemble des chefs d'État est d'accord, et je pense que il ne peut que s'incliner, puisque lui-même d'abord il a des relations historiques très profondes avec les populations maliennes et aussi des relations politiques aussi avec le gouvernement malien. Donc je ne pense pas qu'il ait le fait. Mais ce qu'il faut dire qui est important, sur lequel je voudrais revenir, c'est que dans ces sanctions-là, chaque pays aussi y est allé avec son agenda. La même manière dont la Côte d'Ivoire et les autres pays qui font frontière avec le Mali peuvent ressentir les conséquences de ce conflit de basse intensité. On ne peut pas le ressentir par d'autres pays qui sont comme, par exemple, je prends par exemple le cas du Mali, ou bien le cas du Togo, ou bien, je vais dire, le cas du Nigeria, par exemple, qui est un pays qui est très loin. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire. Mais cette crise aussi a le mérite, malheureusement, je vais dire, du fait que tout le monde reconnaisse que ces tensions ont été très fortes, à transformer un peu à la junte, à victimiser les dirigeants qui sont au pouvoir au Mali. Parce que voici un pays dont les responsables ne contrôlent même plus 70% des territoires qui sont entre les mains des forces du mal. Et aujourd'hui, en même temps, en plus de ça, c'est un pays enclavé et qui plus est a subi d'autres embargos par le passé avec la fermeture des frontières, avec le Covid, etc. Donc je pense que cela a créé quand même un sentiment de sympathie des populations et des leaders d'opinion africains vis-à-vis du Mali, vis-à-vis de la junte. Et c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu, peut-être par ceux qui ont pris ces sanctions. Vous avez, excusez-moi du peu, quelqu'un comme Noubouko, qui est commissaire de l'UEMOA auprès du Togo, auprès de l'UEMOA, qui a écrit sur sa page Facebook, qui a condamné les sanctions contre le Mali. Les sanctions auraient pu être dégressives quand même. Et vous voyez que... Et monter de façon crescendo. Voilà, crescendo. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Au lendemain des sanctions, Air France a automatiquement décidé de suspendre tous ses vols en direction du Mali. Mais quelques jours après, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est l'agence c'est l'agence d'Air France du Mali qui allait rencontrer les dirigeants de la junte pour leur demander de faire une faveur en direction, de la compagnie Air France. Et donc, je vais dire que en ce qui me concerne, c'est qu'il y a d'autres pays aussi qui subissent, les conséquences qui peuvent subir. Il n'y a qu'une semaine seulement que la sanction a été faite. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de conséquences, mais qui pourraient à la longue subir. Il y a une guerre de positionnement entre les ports, c'est-à-dire entre les ports africains, entre le port de Dakar, entre le port d'Abidjan et entre le port de Conakry pour le contrôle du fret de l'Interland. Donc déjà, en Côte d'Ivoire, il y a 3 millions de Maliens. Et le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Mali engendre environ 150 milliards de francs CFA par an. Alors, aujourd'hui, le fret malien, en grande partie, à 70%, passe par le port de Dakar. À peu près avec environ, comme chiffre d'affaires, environ 250 à 400 milliards de francs CFA. Donc, si ces sanctions-là, dans l'état actuel, sont conservées, je vais dire que finalement, il y aura un effet boomerang. Il aura un effet boomerang, asphyxier carrément l'économie malienne. Mais aussi l'économie de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est différents ports. Là, vous avez, depuis le port d'Abidjan, le port de Conakry et les autres ports en Afrique de l'Ouest, ici même jusqu'au port de Gare, ont réalisé des travaux très importants pour faire, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu des travaux pour que des bateaux de grande envergure puissent venir ici. Tout ça, c'est pour cela. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le contrôle aussi des pays de l'Interland qui sont le Togo, le Niger, et le Mali et le Burkina Faso. En fait, mais aussi quand vous regardez cela... Je veux rapidement réagir sur l'opportunité de ces sanctions
en faisant une analyse diachronique des différents coups d'État qui sont effectués sur le territoire du Mali. Justement, c'était là ma question. On a vu comment... On a un coup d'État en 68, on a un coup d'État en 91, on a un coup d'État en 2012, en 2020, il y a un coup d'État. Mais quand vous analysez, vous verrez qu'en réalité, les gens font des coups d'État parce que les militaires constatent les capacités de l'État malien à assurer l'intégrité de son territoire. Donc, ça veut dire, et puis c'est la même cause qui produit toujours les mêmes effets. Donc, ça veut dire que le problème du Mali n'est pas un problème d'élection. C'est un problème de territoire du moins. C'est un problème d'intégrité territoriale. Comment est-ce que pourquoi est-ce que vous voulez que le Mali organise des élections à la va-vite, tandis que le pays est coupé en deux? Mais donc, ces élections qui seront organisées, vont-ils tenir compte des populations qui sont dans le nord du Mali, ou bien ces élections ne tiendront pas compte de ces populations? Est-ce que la sécurité dans cette partie du Mali pourra permettre d'organiser une élection crédible dans un environnement sécuritaire? Je pense que la CEDEAO aurait dû travailler sur cette question plutôt que de demander à la junte de faire un calendrier raisonnable. C'est vrai, on ne peut pas s'éterniser, on ne peut pas faire une junte durant un quinquennat. Mais si les problèmes territoriaux qui subsistent le demandent, que fait-on? Et je pense que la communauté internationale devrait plutôt aider le Mali à assurer son intégrité nationale plutôt qu'à accélérer une élection qui pourrait entraîner encore les mêmes conséquences qu'on a eues depuis 68, 91, 2012. Maintenant, je vais aussi réagir rapidement sur la question de la concurrence stratégique au niveau des ports. Il faut dire que là, à ce niveau, la Côte d'Ivoire a un avantage. Pourquoi? À cause de la qualité du réseau routier entre Bamako et Abidjan, à cause aussi de la modernisation du port autonome d'Abidjan, ça ne faudrait pas le cacher. La Côte d'Ivoire a réalisé des travaux, je dirais, herculéens au niveau de son port, notamment l'extension de son canal. On a vu les travaux qui ont été inaugurés par le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Et il y a aussi le réseau ferroviaire, il y a aussi la proximité géographique. Ça, il ne faut pas les nier. Et je pense que ces sanctions-là, sur le long terme, ne vont pas arranger les pays, je dirais, qui sont voisins du Mali. Donc, nous attendons de voir les conséquences de ces sanctions, mais sur le long terme, ça pourrait être, je dirais, une débâcle. Ça pourrait être peut-être une débâcle, mais il y a aussi cet autre volet, la Côte d'Ivoire et Bamako. On sait que la Côte d'Ivoire fournit une grande partie de l'électricité au Mali. Est-ce que les sanctions, si elles doivent monter crescendo, ça peut être un autre facteur de pression? C'est ce que je dis, mais même si les sanctions doivent monter crescendo, c'est un contrat qu'ils ont signé. Je pense qu'en droit, il y a quand même le respect du contrat. À moins que les résolutions internationales priment sur les décisions internes entre États. Bon, moi, je ne suis pas juriste, mais prononcer sur cette question avec plus d'acuité. Mais ce que je sais, c'est que la Côte d'Ivoire exporte 11% de son énergie. Et la Côte d'Ivoire veut doper cette exportation à travers un investissement massif. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire gagne. Maintenant, si la Côte d'Ivoire se prive du marché malien, certainement qu'il y aura des conséquences économiques dans les caisses de l'État. Ce qu'il faut voir aussi dans cette crise-là, c'est leurs enjeux. Des enjeux. Les enjeux, vous voyez, lorsque au lendemain des sanctions qui ont été prises contre la junte, l'un des responsables de la junte a dit que les décisions des chefs d'État de la CEDEAO ont été influencées par des puissances non régionales. Effectivement. Et bien entendu, de cela, pour le commun des mortels, pour ceux qui sont avertis, les experts avertis, ils voient la main de la France. Et ça n'a véritablement pas tardé. Mais effectivement, c'est la France qui a tenté d'internationaliser les sanctions. Et le lendemain, Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères français, a dit de façon claire que la crise au Mali n'est pas une crise franco-malienne. Elle est une crise africaine. Elle est même une crise européenne. Pourquoi? Parce que les acteurs réels de ce qui se passe au Mali, ce sont les deux grandes puissances qui aujourd'hui se battent pour le contrôle, je voulais dire, de l'économie mondiale. Les deux grandes puissances. Les deux grandes puissances, les deux pôles. Je veux dire notamment les pays de l'OTAN. Oui, les pays de l'OTAN conduits par les États-Unis et les BRICS conduits par la Russie, la Chine, etc., qui s'affrontent sur ce terrain-là. Et il n'y a pas eu très longtemps déjà que la France a mandaté un expert, l'ancien président directeur général d'Areva, pour faire un rapport sur comment est-ce qu'il faut sécuriser l'approvisionnement de la France en matière de produits, de lithium, enfin des matières premières critiques, ou bien ce qu'on appelle les matières premières stratégiques, le lithium, l'hydrogène, le cuivre, le cobalt, etc. Comment est-ce qu'il faut sécuriser cela jusqu'à 2025? Parce qu'on estime
comme vous le savez déjà, que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la décarbonisation de l'industrie. C'est-à-dire, on est en train de partir, on parle aussi, il y a un autre mot qu'on utilise, c'est la transition énergétique. Donc aujourd'hui, les ressources minières, les ressources d'ordre fossile, telles que le pétrole, le gaz et autres là, sont en train, je veux dire, face au réchauffement climatique, aujourd'hui, sont en train de faire place aux nouvelles ressources, c'est-à-dire à l'ère des métaux. Et parmi ces métaux-là, sont les métaux comme l'hydrogène, comme le lithium, comme les terres rares. Et dans les terres, ces 10 matières stratégiques, la grande partie est concentrée au Mali. Et au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Mauritanie et dans toute la zone sahélienne. Et dans la bande sahélo-saharienne. Donc c'est ce qui est l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est de sécuriser effectivement pour l'Europe l'approvisionnement, de sorte que de l'approvisionnement en lithium. Parce que le lithium est utilisé pour les éoliennes, le lithium est utilisé pour les batteries des véhicules, et le lithium est utilisé aussi pour les téléphones portables, etc., et pour la fabrication des robots. Et donc, ne pas avoir la main, ne pas sécuriser, ne pas avoir le contrôle de cette matière première qui se trouve, j'allais dire principalement dans ces 3 pays qu'on appelle aujourd'hui les trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso et accessoirement aussi la Mauritanie et bien d'autres pays qui n'ont pas encore été signalés. Alors donc, cela montre l'enjeu véritable qui se trouve derrière cette guerre. Et cet enjeu-là dépasse nos chefs d'État africains. Justement, si la junte au pouvoir aujourd'hui prend conscience de ce potentiel, de cette force, est-ce que vous pensez que les autorités peuvent radicaliser leurs décisions? Avant qu'il n'arrive, la Chine vient de créer une entreprise avec... Est-ce que vous savez que depuis pratiquement environ 5 à 6 ans, aujourd'hui, le Mali est devenu le premier producteur d'or en Afrique, en détrônant l'Afrique du Sud. Ça, les gens, on ne le dit pas. Ce sont les enjeux économiques très, très importants. La Chine et l'Australie ont créé tout récemment une entreprise dans le domaine minier. Et pour exploiter le lithium, d'abord près de 850 000 tonnes que cette société-là va extraire. On parle seulement du lithium. Et aussi, on ne parle pas des autres, comme tel que le cuivre, le cobalt, le manganèse, etc., qui sont importants, qu'on utilise ces aimants dans les moteurs des véhicules électriques qui sont en train de venir. Aujourd'hui, d'ici quelques temps, nos véhicules à combustion, comme nous voyons avant, vont disparaître. Donc, c'est de ça réellement qu'il est question. Donc, la Russie, c'est de ça qu'on parle, la Russie aussi, qui véritablement n'a pas accès aux mers chaudes aujourd'hui, là-bas, du fait que les Occidentaux cherchent à travers l'OTAN à étouffer la Russie avec le problème de l'Ukraine. Donc la Russie a trouvé aussi une opportunité de revenir en Afrique. Donc c'est une guerre, c'est la guerre froide qui existait au préalable. Et cette guerre-là, elle était idéologique. Maintenant, la guerre d'aujourd'hui, la guerre est économique. C'est pour ça que je dis que les décisions qui ont été prises par nos dirigeants de la CEDEAO sont des dirigeants qui dépassent, les enjeux dépassent même le pouvoir, le pouvoir de nos chefs d'État. Parce que, et je le dis toujours là où j'ai l'occasion, il y a un expert des mines qui m'a dit, mon cher frère, là où il y a les mines, la vie humaine n'a pas de valeur. Donc, alors que cette vie humaine devrait être en fait, je vais revenir rapidement sur la question de la prise de conscience de l'enjeu géopolitique. En réalité, les autorités de la junte ont pris cette conscience-là déjà. Et quand vous analysez bien en filigrane le discours du Premier ministre, du Dr Choguel Maïga, vous vous rendez compte que c'est un discours souverainiste. Et je pense que c'est un discours qui a pour objectif de montrer son mécontentement face aux sanctions draconiennes de la CEDEAO. Mais en réalité, selon les officiels, selon la presse internationale, ce discours a été dicté, comme il a si bien dit, par les puissances étrangères. On a vu la grosse batterie que la France a déployée visant à internationaliser cette décision sur la scène internationale via le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, c'est ce que j'aimerais ajouter sur l'enjeu géostratégique. Mais encore, je vais encore renchérir sur le propos de M. Sadia Zouzou tout à l'heure, quand il parlait de contrôle des ressources. Dernièrement, on a vu que Wagner est arrivé au Mali. Et selon les informations que nous avons en notre possession, Wagner et la FAMA, Forces armées du Mali, ont pu, je dirais, dérouter certaines poches terroristes. Et jusqu'à présent, la junte militaire, dans sa collaboration avec Wagner, ont pu récupérer une grande partie du territoire. N'oublions pas qu'il y a eu des achats en termes d'équipement militaire entre le Mali et la Russie qui se sont soldés par un grand satisfecit
au niveau des autorités maliennes. Donc pour dire que la présence de Wagner au Mali vient attester l'hypothèse selon laquelle le conflit qui se dégage, le conflit qui a lieu au niveau du Mali est un conflit d'ordre géostratégique, géopolitique, qui relève du contrôle des ressources. Comme il a si bien dit, nous sommes dans un monde où on parle de transition énergétique. Et quand on parle de transition énergétique, ça veut dire qu'il y a un chamboulement de l'industrie mondiale, il y a un chamboulement de la consommation mondiale. Donc il va falloir réduire l'empreinte carbone. Mais comment on réduit l'empreinte carbone? On réduit l'empreinte carbone par l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Et ces sources d'énergie-là, effectivement, se trouvent dans cette bande sahélo-sahalienne. Parce que quand vous analysez bien, le premier pays producteur de lithium, c'est l'Australie. Mais les Occidentaux ne mettront pas même ici les ressources de l'Australie. Mais quel est l'environnement propice pour mettre la même ici les ressources? C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Et je pense que vers la fin du conflit, vers la fin, la guerre sera plus prononcée entre la Russie et la France sur l'échiquier du Mali. Ouais, c'est pour cela que vous avez, il y a un tango de la France. La France a dit, on ne peut pas, la présence de Wagner en Afrique est incompatible avec notre présence. S'ils arrivent, on part. Donc, c'est une sorte de pression sur oui, les non, dirigeants je suis en train de parler, c'est un normal là. Ils arrivent, on part. Mais ils sont arrivés, ils ne sont pas partis. Ils sont en train de dire, bon, de toutes les façons, on est avec vos côtés pour combattre les terroristes et nous y sommes. Donc, quand vous écoutez les débats, par exemple, sur les chaînes françaises, ils disent de façon très claire que la Russie est venue évincer la France de son précaré. C'est très clair. S'ils le disent, ils le disent. Et dans cette crise, je le dis bien, moi j'aime beaucoup les analyses d'Antoine Glaser, qui est un fin connaisseur de l'Afrique. Il a dit que dans cette crise-là, chaque pays va avec son agenda. Et je suis sûr que, vous avez dit la guerre va se passer entre la France et la Russie, je ne suis pas très sûr. Mais je sais que peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est une situation qui est très complexe actuellement, qui est volatile et qui peut évoluer à n'importe quel moment aujourd'hui en ce qui se passe. Moi, je vois la répétition du cas centrafricain où Wagner a fini par s'imposer. Alors, on parlait tantôt d'agenda tout à l'heure. Vous avez dit chaque pays va avec son agenda. Un agenda qui est un peu perturbé, c'est celui de la ZLECAf, la zone de libre-échange qui devait s'établir. Est-ce qu'avec ces sanctions-là, c'est pas du poids dans l'aile de la ZLECAf si le Mali est touché? Effectivement, d'autant plus que la ZLECAf avait des difficultés à se mettre en place. La ZLECAf était déjà plombée par certaines difficultés qui sont d'ordre juridique, d'ordre géographique, d'ordre économique, avec les barrières tarifaires, les barrières douanières en un point fini, avec le manque de qualité du réseau routier, le vieillissement du parking automobile, la corruption, les formalités de ce secteur de transport en matière d'échange. Et là, je crois que cette crise au niveau du Mali, ces sanctions de la CEDEAO viennent pour amplifier encore la situation et viennent pour entraver les actions de la ZLECAf qui étaient encore à un stade embryonnaire, comme je peux le dire. Mais je veux dire que le manque de solidarité en Afrique, dans les organisations africaines, c'est la chose la mieux partagée. Vous vous rappelez très bien qu'il y a un certain temps que le Mali, le Grand Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin pendant un très très long moment, sans que ça n'émeuve, je vais dire, outre mesure d'autres partenaires sous-régionaux. Donc je vais dire que ce n'est vraiment pas... Vous vous rendez très compte, vous vous rendez compte, je vais dire, que chacun a son agenda dans cette crise. Et en fin de compte, vous avez posé, lorsque vous avez, M. Kouadia dit tout à l'heure, si Air France intervient auprès des autorités maliennes pour reprendre le vol, mais comment se fait-il qu'est-ce qui va se passer pour nos compagnies africaines qui ont décrété un embargo contre le Mali, qui ont trouvé les avions cloués au sol parce que mais c'est la preuve il y a des raisons objectives. Ne sont pas souveraines. Parce que vous vous rendez compte que Air France, beaucoup d'entreprises, en raison de la Covid-19 aujourd'hui, avec la restriction au niveau des voyages, beaucoup d'entreprises, de compagnies aériennes internationales sont pratiquement au bord du dépôt des bilans. Mais cette vigueur qui permet à Air France aujourd'hui de tenir, ce sont ses relations avec les pays africains et notamment avec le Mali. On sait qu'il y a une très forte communauté malienne qui vit en France depuis environ plus d'un demi-siècle et qui ont des relations fortement très importantes entre le Mali et les choses. C'est également valable entre le Mali et l'Algérie. Donc, je veux dire, mais aujourd'hui, le fait que Air France, qui est fermée, qui était la première compagnie aérienne à mettre fin à ses vols, soit revenue encore sur sa décision. Revenue sur sa décision, doit aussi pouvoir faire que nos dirigeants s'interrogent aussi en Afrique de l'Ouest pour voir quelle est l'opportunité encore de ces sanctions-là encore. Je sais qu'il y a eu tout récemment une réunion encore de l'Union africaine visant, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine visant à se prononcer sur je veux dire, l'opportunité des sanctions prises par la CEDEAO.
Alors donc, mais il y a, et cette fois-ci, on remarque qu'il y a certains produits, certains pays, et par exemple, à part le Sénégal, le Nigeria et un autre pays, le Ghana, qui sont allés pour participer à ce débat, mais le Bénin a décidé de ne pas venir. Ça commence déjà. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Je veux dire que chaque État aussi devrait pouvoir aller analyser si la souveraineté y est encore, pouvoir voir les intérêts aussi de ces populations. Voir l'intérêt de ces populations. Vous pensez que le Mali pourra tenir assez longtemps si le bras de fer devait perdurer? Ça va dépendre des facteurs. Ça va dépendre des forces extérieures du Mali. Et on sait déjà que Wagner, par le truchement de la Russie, est en train d'aider le Mali à préserver son intégrité territoriale. Donc si les sanctions devraient s'amplifier, bon, c'est des scénarios que je n'envisage pas. Par exemple, la sortie de l'UEMOA, la sortie de la CEDEAO, ça va impliquer d'autres conséquences telles que la création d'une monnaie, d'une banque centrale. Quand sera le type des rapports des flux économiques entre le Mali et les autres pays, c'est autant de questions c'est autant de problématiques qu'il faudra résoudre avec beaucoup plus d'acuité. Mais moi, je n'envisage pas un tel scénario que je peux qualifier de catastrophe. Moi, ce que je pense, c'est que sur le long terme, ils finiront par négocier. Ils finiront par négocier sur la base d'un calendrier raisonnable au niveau de la transition malienne. Ouais, finir par négocier, juste en 30 secondes, nous sommes au terme de cette émission. 30 secondes, par exemple, je vais dire que vous êtes rendu compte que depuis un certain moment, ce qui constitue une menace pour les uns peut être des opportunités pour d'autres. Je pense maintenant comme la Mauritanie, l'Algérie, etc., qui sont en train de lorgner vers le fret malien. Donc je veux dire que si certains pays de la CEDEAO ne font pas en sorte que cette crise finisse très vite, je pense que beaucoup de problèmes, les conséquences restent difficiles pour tout le monde. Mais je veux dire, dans une crise, il y a toujours un moment où on s'affronte. Et il y a un moment où finalement on finit par négocier. Ceux qui sont les acteurs réels dans cette crise verront verront dans un moment s'il faut négocier ou s'il ne faut pas négocier. Mais l'implication de la Russie dans la guerre au Mali, dans la présence de la Russie au Mali et ce qui se déroule de façon sur le plan international me font craindre. Par exemple, certaines choses, par exemple comme la partition du Mali. Vous savez déjà avec une partie du Mali avec l'Azawad. Non, moi je n'envisage pas cette possibilité. Quand on fait les scénarios, il faut pas se mettre. Quand on fait les scénarios, il ne faut éluder aucun des scénarios. Il ne faut éluder aucun des scénarios, voilà, ça, monsieur. Mais on en parlera. Nous allons nous concentrer sur le scénario le plus joyeux, le plus pacifique, c'est que nous revenons aux négociations et que ces décisions, ces sanctions soient levées, donc on trouve un compromis entre les autorités du Mali et la CEDEAO. Merci encore pour vos contributions. On essayait de voir un peu les enjeux de ces sanctions au niveau du Mali. Merci monsieur Sadia Zouzou, vous êtes spécialiste en intelligence économique. Merci à vous Kwame Alain Serge, consultant en développement. Merci pour vos éclairages. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre émission Éco-Débat, agréable suite au programme sur nos antennes.